L'ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine, le président américain donne, je cite, entre 10 et 12 jours au président russe pour accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Écoutez le président américain hier. Nous allons établir une nouvelle date butoir de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre. C'était 50 jours avant, je voulais être généreux, mais la situation ne s'améliore pas. Et pour en parler, j'accueille mes invités. Bonjour, Général François Chauvency, bonjour. Consultant géopolitique TF1 LCI. Bonjour, Gwendoline Debono, grand reporter LCI. Bail Nagli nous rejoindra dans quelques minutes, professeur de droit et consultant international. D'abord, sur cette nouvelle phase de Donald Trump, on a l'impression que c'est un énième ultimatum depuis plusieurs semaines. Général, est-ce qu'on peut y croire à cette nouvelle phrase, cette petite phrase de Donald Trump ? Croire en Donald Trump, c'est une gageure, on ne va pas y arriver. Bon, il l'a dit. Bon, maintenant, effectivement, il doit être un peu énervé. Parce qu'il n'obtient pas beaucoup de résultats. Faut dire, Vladimir Poutine ne fait pas beaucoup d'efforts non plus. Et puis, Donald Trump est sur une ligne ascendante en termes de succès économique. Donc, je pense qu'il se sent vraiment le maître du monde et qu'à ce titre-là, il renforce sa pression sur Vladimir Poutine parce qu'il voit bien que Vladimir Poutine en profite. Et la réponse d'ailleurs aujourd'hui ou cette nuit, c'est déjà des frappes supplémentaires de la part de la Russie. Donc Vladimir Poutine ne changera pas son axe. La seule question que je pose maintenant, c'est quelles que soient les déclarations de Donald Trump, c'est quels sont ses vrais leviers sur Vladimir Poutine. Quelles sont les vraies sanctions qui vont être mises en place? Est-ce que ces sanctions seront efficaces? Et c'est là que je m'interroge un petit peu sur les capacités réelles des États-Unis aujourd'hui. Alors on pourrait d'ailleurs réfléchir sur la question du pétrole, puisque l'accord qui a eu lieu au détriment de l'Europe sur notamment le gaz liquéfié, peut-être que justement, comme on va acheter plus aux États-Unis, peut-être qu'on aura moins envie d'acheter à la Russie, puisqu'il y a encore des approvisionnements russes en gaz liquéfié. Donc c'est peut-être aussi un des leviers potentiels. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors on reviendra sur les leviers dans un instant, mais d'abord sur ce changement de ton de la part de Donald Trump. Gwendoline, est-ce que pour vous, c'est un réel changement de paradigme pour Washington ou est-ce que c'est un énième rebondissement dans cette affaire ? Non, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des Ukrainiens avec qui je parle. Personne en Ukraine, il faut être très clair là-dessus, ne retient son souffle parce que justement, tout le monde s'est accueilli très positivement. Le président Volodymyr Zelensky a remercié Donald Trump, mais tout le monde sait d'abord que Donald Trump peut changer d'avis assez rapidement et nous y a habitués. Et puis ensuite, la question des leviers, Général, effectivement, elle est très intéressante parce que s'il y a une chose que Donald Trump comprend très bien, c'est le rapport de force. Et pour l'instant, il n'a pas instauré un grand rapport de force avec la Russie. Il n'a utilisé pour l'instant aucun vrai levier. Alors, il y a eu quelques arrivées de patriotes via les Européens des systèmes de défense aérienne, mais il n'y a pas eu de vrai rapport de force instauré avec Poutine. Donc, il a l'air déçu, il a l'air un peu chiffonné du comportement de Vladimir Poutine, mais pour l'instant, il n'a pas encore exercé une pression forte sur le président russe. C'est aussi pour ça qu'en Ukraine, on prend ces déclarations positivement. Mais personne ne s'attend à ce que ça débouche sur un cessez-le-feu immédiat que de toute façon Vladimir Poutine a toujours refusé. Il y en a eu plusieurs. Un premier cessez-le-feu en mer Noire. Vladimir Poutine, pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est des cessez-le-feu unilatéraux à différents moments. Mais un vrai cessez-le-feu de 30 jours, ce qui était une proposition portée notamment par la France et le Royaume-Uni, pour l'instant, il l'a tout le temps rejeté. Donc en tout cas en Ukraine, on ne s'attend pas à un cessez-le-feu immédiat malgré cet ultimatum réduit. On passe de 50 à 2 semaines. On verra effectivement ensuite si Donald Trump décide enfin d'utiliser ces leviers, ce qu'il n'a pas fait pour l'instant. Alors justement, vous parliez, Général, de frustration de Donald Trump et c'est exactement ce que dit Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Regardez, le président américain est incroyablement frustré par le fait que malgré les très bonnes interactions avec Vladimir Poutine lors d'appels téléphoniques, ça ne débouche jamais sur quoi que ce soit. Bon, là, encore une fois, on sent quand même que du côté de l'administration Trump, ça commence un petit peu à bouillir. Oui, et puis il y a eu comme quelques signaux de la frustration de Donald Trump depuis quelques semaines. On parle effectivement de quelques livraisons d'armes, bien qu'elles sont plutôt vendues que données. N'oublions pas quand même, on fait des affaires pendant ce temps. C'est aussi finalement une parole beaucoup plus dure. Je répète, les succès
que Donald Trump a eu ailleurs qui le laisse supposer qu'il est peut-être encore le leader du monde libre, peut-être. Donc effectivement, cette frustration, elle existe. Et puis sur le terrain, ça continue. Donc il voit bien qu'il n'est pas écouté. Vladimir Poutine ne change pas d'avis. Il continue à faire avancer ses troupes autant qu'elles le peuvent. Maintenant, il n'est pas vraisemblable que dans les semaines qui viennent, justement, ces livraisons d'armes prennent une autre tournure. Parce qu'en fait, c'est bien ce qu'on avait évoqué à l'élection de Donald Trump, c'est que le changement de Donald Trump serait peut-être à un moment donné de soutenir à fond l'Ukraine en livrant des armes, même s'il les vend. Donc peut-être que là, on va avoir des déclarations de ce côté-là sur de meilleures ventes d'armes, et bien dit ventes, hein, c'est pas des dons, vis-à-vis de l'Ukraine. Et puis rappelons pas aussi que Rubio est quand même quelqu'un pro-ukrainien à 100%. Il est contre la Russie, il fait partie de cette tendance au sein de l'administration Trump. Donc il a peut-être maintenant gain de cause, mais le problème avec Donald Trump, c'est surtout le dernier qui parle qui a raison. Et peut-être qu'on verra celui qui parlera après Rubio s'il n'arrivera pas à faire changer Trump dans quelques jours. Mais 10 à 12 jours, c'est dans le long cours. Qu'est-ce que Donald Trump peut obtenir en 10 jours? Honnêtement, je ne vois pas. Même s'il y avait des sanctions, quelles qu'elles soient, ou alors des choses à laquelle on n'a pas pensé du tout, qui soient déterminantes, je ne vois pas comment le changement pourrait se faire du côté de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il sera influencé par la déclaration de Donald Trump? Aujourd'hui, on en revient à la question des leviers. Quels sont les leviers suffisamment forts pour contraindre Vladimir Poutine à réagir? Et puis, dernier point, moi je pense que Vladimir Poutine a fait une très grave erreur stratégique en ne prenant pas Donald Trump au sérieux, notamment suite au dernier coup de fil qui ont eu lieu, faire tirer sur les villes ukrainiennes et pratiquement immédiatement après, ou en pendant. Ça prouve bien qu'il n'a pas pris Donald Trump au sérieux. Et peut-être que c'est une erreur stratégique en termes de géopolitique. Oui, d'ailleurs, Donald Trump avait parlé de ça en parlant de sa femme. Il avait dit, voilà, je suis rentré chez moi et j'ai dit à Mélania, on a eu une très bonne conversation avec Vladimir Poutine, et Mélania me répond, ah oui, vous avez une très bonne conversation, mais enfin, il vient quand même de bombarder un hôpital. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus la sphère personnelle de Donald Trump, qui n'a pas particulièrement envie d'être pris pour un idiot au sein de son entourage. On comprend quand même que c'est un président qui a un très gros ego. Donc ça compte aussi, et c'est effectivement sans doute une erreur de Vladimir Poutine. Et en Russie, on commence aussi à réfléchir. Je pense que Vladimir Poutine ne veut pas pour l'instant terminer cette guerre, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de discussion là-dessus à l'intérieur de la Russie. Il y a tout un tas de questions sur, par exemple,